Yo, salut à vous les lascars du youtubeur. Alors aujourd'hui on va faire la suite, vous savez, des rudiments d'un filtre passif. Donc j'avais donné un exemple sur le forum, une petite enceinte 2 voix avec un woofer de 8 pouces qui était un Dayton DA215 de mémoire, oui c'était le DA215 membrane aluminium. Et le tweeter c'était un SB acoustique, le fameux SB26 ADC qui a une très forte réputation. Donc je vous avais fourni toutes les mesures, que ce soit des mesures de directivité ou les mesures d'impédance, et je vous avais donné l'allure qu'il fallait que la courbe ait dans l'axe pour avoir, pour moi, vraiment la meilleure écoute que j'ai pu obtenir avec cette enceinte, sans trop approfondir non plus, mais voilà, vraiment une écoute qui est de très haute qualité. J'ai vraiment beaucoup apprécié l'enceinte. D'ailleurs je la ferai certainement cette enceinte, mais je la ferai plutôt en colonne, parce que là elle est plutôt en forme bibliothèque on va dire, monitoring on va dire. Je la ferai certainement en colonne pour en faire voilà, une enceinte qu'on pourra mettre dans un salon. Enceinte très agréable. Donc on va voir ensemble justement comment on va arriver à filtrer ensemble un peu tout ça pour arriver à mettre au point un peu cette enceinte. Alors au début je vais dégrossir un petit peu comme ça avec vous, et après je vais prendre l'exemple que j'ai finalisé proprement, parce que là j'ai les bonnes valeurs et tout ça, donc voilà, je vais pas non plus m'attarder trop, je vais juste vous montrer le principe sur comment progresser justement pour faire un filtre passif, comment on progresse petit à petit en rajoutant chaque composant pour arriver à ce que l'on désire attendre, c'est-à-dire une bonne réponse en fréquence, une assez bonne mise en phase, voire un très bon fast tracking, une impédance qui est suffisamment haute pour pas poser de problème au niveau de l'ampli, et aussi une impédance qui est maîtrisée au niveau des courbes pour pas avoir des gros pics n'importe où, mal situés, qui pourraient aussi pénaliser un peu l'ampli. Voilà, et aussi regarder un petit peu comment se comporte la répartition de l'énergie au niveau des composants, pour être sûr qu'il n'y a pas un composant qui va encaisser plus de 100 watts par exemple. Enfin voilà, il faut vérifier que surtout les résistances qui sont là pour atténuer le signal, on ne vient pas non plus leur donner des valeurs folles, qu'elles puissent être capables en fait d'atténuer le signal, ou alors il faudra vraiment multiplier les composants pour éviter le risque. Donc on va voir un peu tout ça ensemble. Donc là on démarre sous V2X4, donc je vous avais partagé sur le forum les différentes mesures. Donc moi je vais les importer directement. Donc ici on ouvre la fenêtre, vous voyez, en cliquant ici sur Frequency Responses. On va chercher pour le woofer au début, parce que c'est le woofer qui nous intéresse, donc dans l'angle 0. Et on va de moins 90 à plus 90, parce que vous rappelez-vous, c'était une enceinte qui était asymétrique au niveau de sa face avant. Donc je sélectionne toutes les mesures, et automatiquement on fait ouvrir, et vous allez voir, il va charger automatiquement voilà, les mesures, et il reconnaît bien que c'est en horizontal, parce que j'ai marqué horizontal, degré, plus 10, donc il reconnaît bien chaque angle, avec les positifs et les négatifs, donc ça c'est très bien. Et ensuite il vous faut importer forcément la courbe d'impédance. La courbe d'impédance, moi je l'ai en ZMA, voilà, au niveau du woofer, elle est ici, donc on la charge. Voilà, et ensuite on ajoute le tweeter, donc il suffit de faire un petit plus ici, donc on ajoute hop le tweeter vient s'ajouter. Pareil, on clique pour importer les courbes de réponse en fréquence, hop, la totalité, voilà. On regarde que tout est bien reconnu normalement, logiquement vu que je l'ai déjà fait, je sais que j'ai pas de problème, mais vous vérifiez qu'au cas où vous ayez mis un point ou une mauvaise appellation ici qui fasse qu'ils ne reconnaissent pas correctement le nom et qu'ils en déduisent en fait si c'est une réponse horizontale, verticale, ou que l'angle soit mauvais, venez corriger le nom de votre fichier pour que l'importer et que ça corresponde bien à ce qu'on attend. Ensuite on va mettre aussi encore la courbe d'impédance. Ici c'est le tweeter, j'espère que je me suis pas trompé pour l'autre, d'ailleurs je vais vérifier, j'ai bien mis woofer, oui j'ai bien mis woofer, faut toujours vérifier, on fait pas de bêtises. Donc voilà, maintenant les courbes ont été importées, donc ici tout est bon. On peut renommer aussi éventuellement le nom du woofer ici en mettant le nom de votre woofer, mais on peut le faire aussi dans la partie crossover, parce que là ça renommerait le driver ici, alors que D1 se renomme plutôt ici, vous voyez il y a part quand on sélectionne ici, il y a une part ici, il y a marqué D1, et ici ça renomme aussi ce petit nom là. Alors je sais pas pourquoi ils ont fait ça dans V2X4, ils disaient de renommer un seul endroit, bon c'est un choix technique. Donc là j'ai le woofer parce que c'est D1, vous voyez que le driver, enfin c'est D1, c'est driver 1 ici, et je pourrais le changer et mettre à la place le driver 2 qui est le tweeter, d'accord. C'est ici qu'on vient faire la modification du driver, en cliquant sur votre composant de HP, là, de votre driver, et ensuite vous sélectionnez dans la liste celui qui vous convient. Après généralement quand on ajoute automatiquement un nouveau, automatiquement il va sélectionner dans l'ordre décroissant, enfin voilà, dans l'ordre croissant je veux dire,
le nombre de drivers. Si j'avais un troisième driver, il irait chercher D3 que j'aurais rentré ici. Hein. Voilà, il le rentre automatiquement, mais faites attention quand même que vous avez bien le bon driver de rentrée. Sinon, bah, vous allez vous dire, oula, il y a quelque chose qui ne va pas et le problème viendra d'ici. Donc voilà, donc là j'ai mon woofer et mon tweeter. On va observer qu'ils répondent bien en les câblant directement à la source. Donc voilà, donc là on retrouve bien le woofer, il n'y a pas de souci, c'est bien le woofer que j'ai. On a la réponse polaire qu'on peut afficher évidemment en ligne, comme je l'avais fait sur le forum. Je vous avais montré la directivité du haut-parleur de plus ou moins. Alors là on est en positif, et si vous voulez voir les négatifs, c'est... Attendez que je me rappelle, voilà, négative angle, voilà, c'est ici qu'on vient faire la modification. Soit en positif, soit en négatif. Bon, moi je vais rester en polar map, parce que là on voit le positif et le négatif au niveau de l'angle. Ici on voit les deux. Et ce qui est très très pratique. Et on peut venir zoomer ou dégrossir pour voir qu'effectivement c'est pas tout à fait symétrique. Hein. Vous voyez, il y a des petites nuances. Je vais l'afficher en plus gros pour qu'on puisse le voir. Voilà, ici il y a un regain d'énergie par ici qui n'y a pas ici. On voit bien que c'est bien pris en compte au niveau de la réponse polaire sur le graphique. Donc on reconnaît bien la réponse aussi du haut-parleur. Comme c'est une membrane alu, il y a un gros break-up ici, un fractionnement si on peut l'appeler comme ça. Qui implique de se dire que ici forcément la distorsion va monter, hein, parce que tout break-up sur un haut-parleur généralement apporte de la distorsion, à part si le constructeur a réussi à la maîtriser, ce qui n'est pas souvent le cas, c'est assez problématique à maîtriser. Donc là on va se dire que pour éviter d'exciter cette fréquence-là, on va éviter une coupure qui soit supérieure à au moins 2 kg. À, on va dire au niveau de la H3, la H3 de 6 kg c'est 2 kg, là on est à 5800 et quelques, bon bref, on va éviter une coupure au-dessus de 2 kg, ça c'est sûr. Bon, c'était prévu au début que je fasse une coupure comme je l'ai fait en actif vers 1,3 kg, ça passe très très bien sur cette enceinte, 1,3 kg. Le tweeter, le SB26 ADC supporte très bien une coupure basse, franchement il est épatant pour ça. Il est vraiment, c'est un vrai tank ce tweeter là pour un 26. Donc moi je sais que je vais me contenter de ça. Donc là on voit que le woofer a une bonne réponse, on va vérifier aussi que le tweeter est bien, qu'il y en a bien la bonne réponse, que tout est bien correctement rentré dans le logiciel. Voilà, on le câble vite fait, on vérifie ça, voilà, bon, je retrouve la réponse effectivement de mon tweeter, il n'y a pas de souci, c'est la bonne réponse, on retrouve bien la bonne impédance ici qu'on avait mesuré sur le soft, hein. Si on retourne sur Room Equa Wizard ou sur Arta, j'avais bien ces mesures là, donc il n'y a pas de souci, tout est bien rentré. On retrouve sa directivité aussi pour lui, et ici, zoomer un peu pour voir un peu mieux, voilà, on a bien la bonne réponse, vous voyez, c'est pas symétrique, le fait qu'il a bien pris en compte l'aspect que c'était pas symétrique, que la façade était bien asymétrique, et donc il a bien pris les valeurs négatives et positives. Donc pas de souci, on peut continuer, tout est en norme, tout est normal. Les phases aussi, hein, vous pouvez les vérifier, mais les phases sont bonnes, il n'y a pas de souci. Vous devez retrouver de toute façon ce que vous avez rentré dans votre, ce que vous devez avoir dans votre logiciel de mesure. Là on n'a pas mis de filtrage ni rien. Donc déjà, on avait établi pour le woofer qu'il fallait compenser le baffle, la compensation de baffle step. Et moi, je l'avais défini pour 64 dB, ici. Exactement, je l'avais défini ici. Donc je vais venir appliquer justement ici un filtrage et je vais m'aligner sur ce niveau de 64 dB. Vous avez aussi présenté la courbe idéale un peu de réponse en fréquence de l'enceinte que j'avais fait en actif. Donc vous vous rappelez, j'avais creusé un petit peu la réponse vers 3 kg de mémoire, entre 2 et 4 kg, parce qu'il y avait un regain d'énergie en rax. Bon, on va le voir tout à l'heure, hein, de toute façon, qu'il y aura un regain d'énergie en rax, on le verra sur la réponse en puissance ici, la courbe bleue. Je vais enlever la listing, elle ne m'intéresse pas. Autre petit point à vérifier, ce sera nos impédances, hein, pour toujours faire attention quand on fait un filtrage. Et donc là, comme j'ai défini le niveau à 64 dB ici pour compenser le baff step, je vais tout de suite appliquer, en fait, au niveau de l'optimizer, ici, vous faites un clic droit, vous avez l'optimizer ici qui apparaît. Alors l'optimizer vous permet de faire des calculs automatiques en fait pour approcher le filtrage que vous voulez. Franchement, quand on l'utilise, ça marche rarement bien. Ça peut approcher les réponses qu'on veut, mais souvent ça sort des valeurs assez quadrantesques. Et plus vous mettez de composants, que ce soit en actif ou en passif, plus le logiciel va devoir gérer longtemps le calcul parce qu'il va modifier chaque paramètre en fait que vous rentrerez dedans pour le faire automatiquement. C'est ici la petite touche Optimize, vous définissez une courbe cible, vous faites optimiser avec des composants quand c'est du passif en 18-24, voilà la minimum impédance, enfin ici vous réglez tout ce que vous voulez.
Et c'est ici que, que le logiciel va optimiser en automatique. En fait, il va essayer que votre courbe de haut-parleur approche le plus possible de la courbe cible. Moi, à chaque fois que j'ai utilisé cette fonction, souvent ça marchait pas très bien, ça faisait vraiment beaucoup de choses pour pas grand chose, beaucoup de bruit pour pas grand chose, on va dire. À utiliser avec parcimonie, vraiment vous pouvez l'essayer si ça vous intéresse, mais prudence. Donc là on va tout simplement définir, alors c'est pas pour le driver 2 mais pour le driver 1, c'est pour le driver 2, pour le Twitter. Moi je sais que pour le Twitter, je veux pas une courbe cible. Alors le niveau on a défini que c'était 64, mais je veux pas une courbe cible, un high pass, qui soit inférieur à un Link and Riley d'ordre 4 à 1300 Hz. C'est ce que j'ai sur l'enceinte, mais ça c'est ce que j'ai en actif, et en passif, je veux pas descendre en dessous de ça minimum. Attendez, il y a un truc qui est un peu bizarre. Ah oui, je sais ce qu'il est en train de me faire, non je sais pas. Là je suis loin des 1300 Hz. Ah voilà, oui non il l'a recalé, c'est juste que à désélectionner, voilà, il l'a bien pris en compte. Donc là, mon Link and Riley est bon, il n'y a pas de souci. On va cacher maintenant cette fenêtre. Donc voilà, ma courbe de Twitter, je sais que je veux pas qu'elle soit inférieure à ça. Donc c'est moi qui vais m'adapter en fait pour que mon Twitter, voilà, pour que mon Twitter, cette courbe-là, soit en dessous ou sur cette courbe cible. Mais voilà, jamais je vais essayer je vais jamais déborder, jamais avoir plus de gains à des endroits. Mon Twitter doit rester sous cette courbe cible parce que c'est la courbe, on va dire, où après on peut peut-être mettre en risque la qualité de l'enceinte, même du Twitter, hein, parce que 1300 Hz pour un Twitter, ça commence à faire pas mal. Le SB26 le permet, il y a d'autres Twitter, il ne faudra pas descendre en dessous de 2 kg, 2,5 kg, donc il faut bien prêter attention à ça, notamment les distorsions. Il faut regarder quand est-ce que distord votre haut-parleur pour être sûr de ne pas venir voilà, à colorer énormément votre enceinte, voire la rendre désagréable à l'écoute. Donc là, une fois qu'on a fait ça, on voit que j'ai besoin d'atténuer mon Twitter. Hein. Le Twitter est trop fort, je vais avoir besoin d'une atténuation, ça c'est clair et net dès le début. Donc l'atténuation, elle se fait comme on l'avait vu, soit par une résistance en série, soit on peut faire un pont diviseur au niveau, on va dire en post-filtre. Donc après le filtrage, on peut faire l'atténuation après le filtre ou avant. Pas en parallèle, hein, jamais en début. Hein, vous savez que les composants parallèles modifient que l'impédance quand ils sont situés avant le premier composant en série. Or, nous, on va mettre une résistance en série ici. Donc, on va commencer à jouer un peu avec tout ça. Je vais essayer de bien m'aligner dès le début, que ça fasse joli, voilà. Comme ça, ce composant-là, là. Et là déjà on va venir atténuer notre Twitter. Alors vous voyez là je l'ai beaucoup atténué, hein. Là ça l'a beaucoup calmé. On va rester plus modéré. On va se mettre à 3. Ouais 3 c'est pas mal, regardez on a quelque chose déjà d'assez agréable. Donc on va se mettre comme ça pour mieux voir. Hein. En zoomant sur une échelle, là on est une échelle de 45, on peut diminuer un peu, une échelle de 40, ouais, de 30-40, c'est bien pour avoir une bonne visibilité, quoi, de voir la pente et tout ça, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, là déjà on a une atténuation qui est avec une impédance de 3 ohms, on verra s'il faut la modifier ensuite, mais déjà on commence un petit peu à atténuer. En série, je l'ai mis au début, hein, comme je vous dis, on peut atténuer après. Bon, j'ai commencé comme ça. On peut aussi commencer par faire le filtre passe haut. Donc passe haut, vous vous rappelez, on commence forcément par une kappa, parce qu'elle se comporte comme un fil dans les hautes fréquences et comme un interrupteur ouvert dans les basses fréquences, donc elle va venir couper le signal en bas. Et déjà on va voir un peu le résultat que ça nous apporte. Donc là vous voyez on a commencé un petit peu à jouer avec, et vous voyez si on joue avec la valeur du condensateur, on vient modifier forcément la bande passante. Bon là on est sur une pente à 6 dB, on voit que ça va pas être suffisant pour avoir l'atténuation qu'on veut. Hein. Parce que sinon on va devoir diminuer énormément la valeur, mais on crée un espèce de trou monstrueux ici qui va nous poser problème. Donc c'est pas la valeur, c'est pas sur cette valeur qu'on va jouer, on va devoir monter l'ordre du filtre. Donc ensuite on va enchaîner forcément avec une bobine qu'on va mettre en parallèle. Elle pareil c'est l'inverse. En haute fréquence elle va se comporter comme un circuit, pas de bêtises, un circuit ouvert, voilà. Et dans les basses fréquences, ça va se comporter comme un interrupteur fermé, comme un fil. Donc on relie tout ça au haut-parleur ici, parce qu'on l'a relié en parallèle, on est d'accord? Quand on est en parallèle, on a sur un dipôle, on a deux pôles reliés les uns à l'autre. Et là déjà on commence à avoir quelque chose de plus sympa. Bon par contre, on sait que sur un Twitter pour des hautes fréquences, on diminue beaucoup quand même la valeur de la bobine.
Donc là, je vais la diminuer. Je vais jouer un peu là-dessus. Je vais chercher un peu des valeurs qui vont à peu près m'intéresser. Je me rappelle à peu près vers où j'étais. Hein. Je crois que j'étais dans ces valeurs-là, moi, la dernière fois. Bon, faut y aller à tâtons. Hein. Par contre, je me rappelle plus la valeur de celle-ci. Là, on a un résultat qui est pas trop mal. Mais par contre, il faut que j'arrive à suivre ma courbe. Vers peut-être 18. Bon, là, je creuse pas mal la réponse. Donc, au début, mais bon, au début, on va se mettre comme ça. On va voir ici après comment on va venir compenser ici si besoin est, hein, parce qu'on peut forcément remonter la valeur ici. Vous voyez, on vient se rapprocher ici et ici, on pourra placer un filtrage de type high shelving avec une résistance qu'on mettra en parallèle. Ici, là, on le mettra en parallèle, le high shelving avec une kappa et une résistance. Mais bon, on va rester comme ça pour l'instant. Là, je vais atténuer un peu la valeur parce que je sais qu'elle est trop forte. De toute façon, je vais devoir m'aligner par ici. Et on va partir un peu sur le woofer. Donc le woofer, ça va être pareil. Le woofer, on va directement commencer par faire le filtrage. Lui, on commence pas par une atténuation parce que lui, on va compenser son baffle, l'effet de baffle, directement avec le filtrage. Normalement, c'est comme ça qu'on le compense. Donc on va commencer par mettre une petite bobine. On va se mettre directement en ordre 2, hein. On sait qu'il va falloir filtrer au moins avec un ordre 2, je pense que ça va être clair. Voilà, on va venir relier l'ensemble, hop. Voilà, comme ceci et comme cela. Donc là, voilà, on sait que 1 millihenry, si vous regardez tous les filtres qui ont été publiés déjà sur internet, 1 millihenry c'est pas beaucoup. Hein. Généralement, il faut une valeur qui soit au moins de 4 millihenry, même sur une 2 voies. Généralement, c'est les valeurs qu'on va commencer à approcher. Donc on va monter un peu la valeur. Voilà, on va commencer déjà à avoir quelque chose de beaucoup plus sympa, vous voyez. Et la courbe qu'il faut que je respecte, c'est à 64. Hein, vous voyez, il faut que je compense. Donc là, c'est pas trop mal. On approche déjà d'un résultat, mais je pense qu'il faut que je compense un peu plus. Voilà, peut-être 5-1, 4-7, 5-1. Et par contre, on peut jouer, voilà, on va jouer ensuite sur la kappa pour avoir à peu près la courbe que je désire avoir. Donc on voit que ici on n'est pas trop mal. Je ne me rappelle plus combien j'avais fait. Peut-être que j'étais un peu plus haut ici. J'avais peut-être un peu trop. Voilà, j'ai peut-être un peu trop castré effectivement cette partie-là. Ici je vais pouvoir monter la valeur parce que vous voyez, rappelez-vous, il fallait que je fasse un trou entre 2 et 3 kg. Bon, il faut que je fasse un trou de 2 dB, pas plus. Ce qui va être pas mal. Regardez, on a quasiment 2 dB parce que là je suis à 64, sur le niveau moyen on va dire. Et là je suis à 61,6 en moyen. Vous voyez, en valeur moyenne, là 6, ma ligne ici. Faut faire, ouais, il y a des gros trous, forcément. Vous aurez toujours une enceinte qui sera plus ou moins tant de dB. Vous n'aurez pas une ligne droite. Hein, faut pas rêver. Mais on va essayer d'approcher un peu la valeur qui nous intéresse. Mais là, déjà, on n'est pas trop mal. La mise en phase n'est pas des plus pourris. Vous voyez, on a quelque chose qui est assez sympathique, qui s'approche un peu de ce qu'on veut. Et niveau de l'impédance aussi, il faut contrôler le niveau de l'impédance. Bah, regardez, on a des valeurs qui sont largement au-dessus de 5 ohms. Moi, j'essaie généralement de rester au-dessus de 4-5 ohms, on va dire. Bon, des fois, on peut descendre à 3 ohms sur certaines enceintes, effectivement, mais il faut être sûr que derrière, l'ampli va pas être trop en souffrance. Bon, des amplis qui tolèrent le 4 ohms vont accepter du 3 ohms hein, sur une certaine plage de fréquence. Mais bon, moi, j'essaie quand même de soulager les amplis. Il faut prêter attention quand on peut le faire. Quand on n'a pas le choix, on fait des compromis. Hein, comme je vous dis, c'est toujours une histoire de compromis quand on est en filtrage passif. Mais là déjà j'ai un truc qui me plaît bien. Par contre je vois qu'il y a le pic de fractionnement ici qui est quand même encore un peu haut. Donc vous vous rappelez, je vous avais montré qu'on pouvait casser les pics de fractionnement à l'aide non plus d'un filtre passe bas ici typique, mais sur la bobine on venait ajouter une kappa. Alors une kappa en parallèle ici de la bobine, ça crée un filtre un filtre réjecteur qui vient rejeter une fréquence. Mais si on monte très haut fréquence, on garde quand même la pente et on vient tuer une fréquence qui nous intéresse. Donc c'est ce qu'on va faire. On va essayer de casser ce pic là sur ce haut-parleur qui a une membrane alu et donc qui a un fort fractionnement. Donc je vais venir placer une petite kappa ici là tranquillement, hop, et plus une résistance parce que j'ai pas envie de créer un amortissement à fond. Au début je vais la placer forte pour vous montrer ce que ça peut faire. Donc je vais la placer à 0 ohm. Et pour bien cibler la fréquence, et après je viens enrôler cette petite kappa en parallèle. Donc attention, il faut rester en parallèle même avec la petite résistance que j'ai ajoutée, donc en parallèle ici, voilà, de la bobine. Et là on voit, voilà, le filtre réjecteur, on voit bien que ça réjecte une fréquence qui est bien précise, donc il ne faut plus toucher à la bobine. Hein. La bobine, on a bien réglé à peu près la compensation de baffle et puis la réponse qu'on voulait à peu près pour être raccord vers 1300 Hz.
Par contre, c'est cette capa-là qu'on va faire varier. Regardez, c'est elle qui va sélectionner la fréquence qu'on veut réjecter en fait. Donc je vais aller la chercher en fait, cette fréquence. Vous voyez sur le rouge, hein, on voit sur le rouge où ça agit en fait. Parce que voilà, là c'était sur en gris, c'est la réponse globale de l'enceinte, et en rouge, c'est juste le woofer. Hein, seul. Et regardez, je vais aller chercher ce break-up là qui est ici, vers 5 kg 900 là, et quelques. Donc je vais aller chercher, essayer de me mettre dessus. Donc voilà, des fois on voit plus. Alors quand on voit plus, ben, on zoome. Ah, pour bien aller la chercher précisément. Et c'est à 5000. Je disais quoi? Je disais une bêtise moi. Il est là mon break-up, il est quasiment vers 6 kg, donc c'est hop, ici. Voilà, donc là je suis à mes 5900 et quelques, ou 5800 là, 5700, bon j'aurais peut-être pas plus précis de toute façon, hein, mais ça va être largement suffisant. Et ensuite je viens régler justement la fameuse petite résistance, bah, pour éviter de faire un gros trou comme ça, il n'y a pas besoin non plus de creuser énormément la réponse, il faut juste atténuer le pic. Voilà, donc quelque chose comme ça c'est pas mal. Regardez, je suis à 39 ohms. Et après on peut, voilà, je peux même jouer un petit peu pour garder une pente plus sympathique ou pas, enfin après voilà, on peut jouer, ça joue pas à grand chose ici. Hein. Bon, je vais le garder comme ça. Ça me semble bien. Donc là, ma réponse, regardez maintenant comment elle est comme ça. Donc là, je suis plutôt pas mal maintenant en plus. Là, j'ai une réponse qui est vraiment sympa, hein, 64 dB. Je le maintiens bien. J'ai ma descente ici. Et ici, peut être amené éventuellement à réduire un petit peu, si vous regardez la réponse de cible que je vous avais fournie. Ici, j'avais un peu atténué l'aigu parce que l'enceinte était un peu piquante. J'avais atténué quasiment de 2 dB. Hein. Donc je vais plutôt m'aligner ici. Donc là, à mon avis, je ne vais pas pouvoir le corriger, vous voyez, facilement avec ces composants-là. Si j'atténue, le problème c'est que je risque d'atténuer un peu beaucoup partout, ou pas, remarquez, ou pas. Parce que là, je vais tailler sur le 62, je suis à 60, donc j'ai bien mes 2 dB ici de creusement à ces fréquences-là qui sont un peu là où il y a un regain d'énergie. Et bien écoutez, comme ça c'est pas mal. Par contre, vous voyez, bon, faut peaufiner un petit peu parce qu'au niveau de la réponse, par contre, ici, on a une bonne mise en phase à la fréquence de raccord. Enfin, faut voir la fréquence de raccord à combien elle est. La fréquence de raccord, elle est à 1000, si je vois bien, la 1360 grosso modo. Et à 1360, effectivement, j'ai l'impression d'avoir, ouais, je suis pas, enfin, vous voyez, il y a des phases qui sont un petit peu bougeantes, donc j'ai un bon fast tracking ici. Par contre, ça se décale assez vite après. Hein. Là, on voit qu'il y a un décalage qui est assez vite. Ce serait pas mal si je pouvais quand même décaler ma phase rouge par ici. Et pour ça, pour le faire, vous voyez, il faudrait changer la valeur ici. Voilà, il faudrait jouer un peu ici. Et sur la réponse en fréquence, comment ça se comporte? C'est ça surtout qu'il faut regarder. Ouais, je viens creuser un petit peu vers 1 kg. Donc vous voyez, c'est des compromis. Il faut essayer de jongler un petit peu. Ouais, d'accord. Ici, on peut changer la valeur de la résistivité de la bobine. Hein. Ça, c'est quand vous commanderez vos composants. Ici, il faudra mettre à jour l'impédance qui est résultante de votre bobine, la DCR, ce qui s'appelle ici. La résistance de votre fil de bobine en fait en courant continu, c'est pour ça que c'est DCR, Direct Current, je crois, Direct Current Resistor, je sais plus si c'est direct le nom, mais bon, c'est la résistance pour un courant continu. Et donc ici vous pourrez la modifier parce que quand vous allez acheter des bobines, des selfs, les valeurs ici sont dépendantes des composants que vous achetez. Donc si c'est une self à air ou si c'est une self à noyau, l'épaisseur, le diamètre de votre fil. Donc ici, il faudra le compenser, idem pour celle-ci. Mais on peut aussi augmenter leur valeur en rajoutant une résistance en série. Hein. Par exemple ici, je pourrais rajouter une résistance en série. Et vous voyez déjà, le filtrage est simple à faire. Et j'ai déjà un bon résultat. Hein. Donc, et vous voyez, là, ici, dans ce filtre-là, en plus, j'ai pas ajouté, dans l'autre filtre, j'avais ajouté un high shelving, vous allez voir après. Et en fin de compte, là, en le refaisant avec vous, voyez, en live, je me rends compte que j'en ai pas forcément besoin. Donc ce sera vraiment à voir. Et regardez, mon impédance, elle est nickel, elle est même au-dessus de 6 ohms. C'est excellent, il n'y a pas des montagnes russes hyper dominantes. Enfin, c'est vraiment top. Et la réponse en puissance, on va zoomer un petit peu, mais regardez, la réponse en puissance est relativement propre. Il y a un petit regain d'énergie, effectivement, ici hors axe. Mais on a atténué quand même une partie. Ici, on va avoir du mal, parce que c'est effectivement, il y a un petit regain d'énergie ici dans l'axe, là, qui est un petit peu problématique, mais pas si dérangeant que ça. De toute façon, l'écoute que j'avais faite correspondait à une réponse en puissance qui était grosso modo celle-ci. Donc franchement, là, déjà, on approche. Donc vous allez dire, c'est pas super linéaire. Des fois, il ne faut pas tout le temps faire une enceinte linéaire. Il faut prendre en compte la réponse en puissance. Là, c'est le cas ici. Et avec ceci, vous appuyez à la touche contrôle, en fait. Vous cliquez gauche avec la souris. Et là, pareil, vous gardez le bouton appuyé de votre clavier contrôle.
et vous cliquez gauche à l'opposé. Ça vous permet de vous donner une petite allure aussi de courbe, d'avoir un peu une idée de l'allure de la courbe, vous voyez, comme ça. Ici, je suis à 62,5, ici, je suis peut-être un peu bas par contre. Hein. Là, j'ai peut-être atténué un peu de trop. C'est peut-être pour ça que j'avais dû jouer d'un high shelving en fait pour permettre d'ici atténuer un peu l'aigu, mais pas créer trop de creusement ici, parce que ici j'ai quand même un creusement qui est assez fort. Donc on va voir la version finale du filtre que j'avais trouvé avant de faire cette petite vidéo là, parce que j'avais pas retenu les valeurs exprès, hein, c'était totalement fait exprès. Donc voilà, il y a peut-être pas grand chose qui change. Regardez, on retrouve, bon là je suis à 15, là-bas j'étais à 16, là je suis en 16 microfarads. Ici, j'étais en 9.1, j'étais passé à 9.1, d'accord, j'avais boosté un petit peu plus, d'accord. On va regarder un petit peu, j'étais passé à 9.1 en fait ici, donc une valeur qui est complètement différente. 9,1, oui d'accord, j'avais reboosté ici la zone, ok, ce qui est pas bête, mais ici j'avais trop d'atténuation, ouais, donc j'avais dû après le gérer. Donc là j'avais bien choisi 16 micros par contre, j'étais bien à 16, 5.1, voilà, c'est là que j'avais beaucoup moins atténué, vous voyez, j'avais pas atténué autant, j'étais resté à 3.6. Donc oui, quand on reste à 3.6, effectivement, on fait remonter, vous voyez, faire remonter ici la courbe. Donc voilà, j'étais bien remonté. Et j'étais pas aligné, forcément. Et c'est après, là, j'étais à 160. Ouais, j'étais descendu à 110. Effectivement, donc descendu à 110 ici, ça fait une plus petite. Ah oui, j'étais bien descendu, ah oui, effectivement. Ah oui, ça fait une belle atténuation, là, quand même. Hein. Ouais. Et donc, comment j'avais rattrapé mes petits moutons, moi, après ? J'avais placé justement ce truc-là, d'accord, ok, j'avais placé un high shelving, et on voit bien la courbe qui va de 64 à peu près 61. Ah, j'avais carrément coupé à 61 et pas 62, enfin ouais, ça dépend après, on peut... Et là, c'est grosso modo hein, l'allure. Et là, j'avais un trou, 59,6 pour 62, non, j'avais aussi une belle atténuation ici, donc ce sera peut-être un petit peu à corriger, peut-être que j'avais atténué un peu fort, j'avais pas trop vérifié non plus, j'avais fait une allure à peu près globale. Donc voilà, en fait, ce qui vous permet de voir un peu comment on filtre ces enceintes. Vous voyez, il y a différentes possibilités, on peut même peut-être directement le faire comme ça, en jouant un peu sur les valeurs. Ah oui, d'accord, mais c'est que là, effectivement, excusez-moi, j'avais pas vérifié. Voilà pourquoi j'avais coupé un peu plus fort, voyez, parce que je voulais pas avoir un regain d'énergie sur le Twitter trop bas en fréquence, parce que c'est vrai que quand on se situe à 160, je respecte plus mon critère vraiment de pas descendre sous le LR4 à 1300 Hz. C'est pour ça que j'avais mis une petite bobine à 110 microfarads. C'était la raison. Je comprends mieux maintenant. Je comprends mieux la raison de mon choix. Et donc ici, j'avais effectivement remonté un peu. Mais au pire, voilà. Au pire, je peux remonter ici. C'est ce que je vais faire en fait. Je vais moins atténuer. On va passer à 3.3. Regardez, ça va peut-être être beaucoup moins. 60, 62, 60. Voilà, ça va être bien. Et c'est ici en fait sur le high shelving que je vais rejouer en fait. Donc c'est bien, ça vous permet de monter. Regardez, le high shelving va permettre, vous voyez, de venir corriger un peu la montée ici. Et ici, on vient régler la fréquence à laquelle le high shelving va commencer à agir. Donc je peux atténuer ou pas, vous voyez, c'est vraiment... c'est très pratique pour ça. Il faut vérifier aussi que forcément je respecte toujours, voilà, mon petit critère que j'avais dit tout à l'heure, hein, parce que sinon c'est pas bien. Attendez, il faut que je dézoome un petit peu. Ouais, ici j'ai un petit... Ouais, ça va, je vais l'accepter, hein, c'est pas non plus la mort ici. Là j'ai quand même une forte atténuation, vous voyez, par rapport à la courbe que j'avais en actif. En actif, j'avais vraiment le LR4 à 1300, et que ce soit pour le woofer ou pour le Twitter. En passif, on n'applique pas des courbes cibles comme ça. Hein. On se débrouille pour que en fait, les courbes, grosso modo, tiennent en fait surtout la linéarité qu'on veut. Vous voyez, je respecte pas un pur LR4 et tout. C'est quasi, il y a des fois impossible sur beaucoup de filtres hein, de faire ça. À moins d'avoir des grosses, des composants qui aient vraiment une grosse plage de recouvrement. Et quand généralement on est sur du 2 voies, surtout entre un 8 pouces et un Twitter d'un dôme à 1 pouce, là on est obligé de faire des petites modifications. Et du coup ma fréquence de raccord sera plutôt vers 1500 Hz. Et je devais rester sous les 2 kg, donc c'est très bien. Donc on est plutôt vers là. Donc c'est très bien. J'avais atténué un peu fort ici. Pas très grave. C'est pas très grave. Donc là, ici, on a tout ce qu'on veut maintenant. Courbe d'impédance, on va vérifier qu'on reste au moins au-dessus des 4 ohms, c'est le cas. On est même à 5 ohms, regardez, c'est top. On reste même au-dessus des 5 ohms, donc ça c'est très bien. On vérifie que la mise en phase est bonne. Et bien regardez la mise en phase, mon raccord est à 1500 Hz, donc quelque part par ici. Donc on a une bonne mise en phase, un bon fast tracking dans les hautes fréquences. On se décale un peu plus par contre dans les basses fréquences, malheureusement.
Ça c'est dû au haut-parleur, hein, on ne peut pas faire des choses tout le temps parfaites. Il aurait certainement fallu mettre un ordre supplémentaire, peut-être au niveau du Twitter, mettre un composant supplémentaire, mais bon, on risque de... ça va m'ajouter un composant à acheter, éventuellement, et puis après il faudra recaler les courbes pour que ce soit bien, ça risque d'être problématique, donc il faut y passer du temps. Mais ça se trouve, la courbe, si je rajoute effectivement une capa après la bobine ici, là, si je rajoute un condensateur ici, de pouvoir jongler pour avoir une courbe un peu plus bombée, un peu plus linéaire, et donc avoir ici moins de casse au niveau du Twitter, parce que c'est vrai qu'ici on a un écart qui se crée. Bon, voilà, c'est pas trop grave non plus, hein. Ce qui compte principalement c'est votre réponse globale, votre réponse en fréquence et votre réponse en puissance. Dans l'axe et la réponse en puissance qui prend en compte les réponses polaires. Et bon, la mise en phase est importante, mais elle est quand même pas mal, quoi. Même si j'ai un décalage effectivement dans les basses fréquences à partir de 1200 Hz, ça va, c'est pas dramatique. On n'a pas d'opposition de phase, de toute façon on le verrait si on avait une opposition de phase. Et si on met effectivement le composant en opposition de phase, alors j'ai vu qu'ils avaient enlevé là sur la nouvelle version, ils ont enlevé les raccourcis en cliquant. Il n'y a plus inversion de la polarité, open et tout ça. Donc il faut se rappeler des raccourcis clavier, donc c'est CTRL-I pour mettre en opposition de phase, voilà. Voilà, puis là on voit l'opposition de phase ici. Donc on l'a bien la fréquence de raccord qui est vers les 1500 à peu près, hein. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. J'obtiens vraiment les réponses que je voulais. Ici on a les fonctions de transfert du filtre, hein, donc hors HP. Donc là c'est mon filtre passif, ce qui fait, on voit bien le réjecteur, hein, qui agit ici, hein, on le voit parfaitement. Ici avec le filtre que j'ai appliqué ici, là, on le voit très bien ici sur le Twitter. Le pass haut, le high shelving il est un petit peu caché, forcément il est masqué, on le voit pas, hein, mais il est là, ainsi que l'atténuation qui vient baisser tout le signal. Donc ça c'est très bien, c'est parfait, on a vraiment ce qu'on voulait obtenir. Moi ça me va très bien. Je risque d'implémenter ce filtre, pas forcément, parce que comme je dis, il faut que je refasse l'enceinte, donc je referai l'enceinte, je referai des mesures, et puis je partirai sur un filtre qui certainement s'approchera de ça, hein. Je pense que, regardez, les composants sont vraiment au plus simple. On a un passe-bas avec une petite réjection au niveau de la bobine pour virer justement le fractionnement de la membrane alu. Et le Twitter, c'est tout simple aussi, on a une atténuation, le filtre passe haut, et derrière le high shelving qui vient corriger un petit peu l'excès d'énergie du Twitter que je trouve un peu vif, fait que quand on a une atténuation de 2 dB, 2 à 4 dB, bon, il y a 4 dB là, mais bon, de 2 à 4 dB, ça rend l'enceinte plus douce, enfin on peut l'écouter vraiment plus longtemps, elle est beaucoup plus agréable, et c'est ce que je recherche un peu, hein. Voilà, c'était une écoute un peu smooth, mais très énergique quand même, hein. C'est un 8 pouces, et le 8 pouces descend très bas d'ailleurs, hein, sur des morceaux de dub et tout ça, c'est un HP qui claque vraiment bien, l'écoute que j'en ai fait est vraiment excellente. Je vais d'ailleurs faire un comparatif avec la Bounty. Je vais mettre les deux enceintes en extérieur, je vais mettre des morceaux de musique sur les enceintes et je vais comparer parce que vraiment je pense qu'il y a matière à faire avec cette petite enceinte là, elle est vraiment très très qualitative. J'ai envie de voir un peu ce qu'elle a dans le ventre par rapport à la Bounty. Autre point à vérifier aussi, comme on l'avait dit, c'est la dissipation d'énergie dans les composants. Donc c'est ici, on sélectionne ça et on peut le sélectionner à travers divers composants. Donc déjà pour l'enceinte, donc il faut vérifier sous WinSD ou d'autres composants, ou même vous mettez l'amplification, combien supporte le Twitter ou le woofer. Vous pouvez mettre au max, mais vous risquez d'avoir l'élongation dans les très basses fréquences, et donc de venir faire talonner le haut-parleur. Donc il faut vérifier dans WinSD quelle puissance peut encaisser le haut-parleur avant de talonner ou avant d'avoir sa puissance maximum, et donc vous rentrez la valeur ici. Donc souvent ici on rentre un crest factor, donc de mémoire sur le forum on m'avait dit de rentrer au moins 3. C'était une bonne valeur, donc ça va là, ça va atténuer un peu, vous voyez, on voit l'échelle qui se décale ici. Sinon c'est vrai qu'on le voit pas forcément, vous voyez là je suis à 60. Et si, je crois que c'est en négatif d'ailleurs qu'il faut que j'ajoute un, j'ai peut-être fait une bêtise en plus. Le crest factor il est en négatif normalement je crois. Pourquoi ça bouge pas? Oui, non, c'est pas en négatif, c'est en positif, d'accord. Donc mettre à 3, voilà, 3 de crest factor. Donc qu'est-ce qu'on voit en fait? Si on va dessus, on voit la résistance R1. Donc la résistance R1 c'est effectivement celle-ci, hein. Vous voyez elle est nommée R1. Ici on peut renommer les composants au besoin, en plus on peut renommer les composants, notamment les haut-parleurs. Et cette résistance R1 de 3,3 ohms, on la constate donc ici, c'est bien elle, R1 3,3 ohms. Et bien on voit qu'elle doit encaisser de la puissance, hein. On se rend compte que sur le Twitter, elle doit encaisser beaucoup de puissance parce qu'elle doit atténuer beaucoup de signal.
Donc ici, ça va vous obliger à dimensionner quand même la résistance pour qu'elle puisse encaisser. Bon là, on est peut-être un peu haut, je pourrais peut-être mettre 6, hein, je me rappelle plus exactement. Certains me corrigeront, me diront si j'étais un peu fort ou pas. Voilà, on descend à 30. Mais vous voyez que cette résistance-là, bah, elle va quand même encaisser beaucoup de puissance, donc il faudra certainement mettre une résistance de puissance d'au moins 25, d'au moins 25 watts, hein, je pense, hein, pour encaisser la puissance si on arrive à mettre au taquet ici l'enceinte. Après, si le haut-parleur, on me dit, bah non, mais on est limité à 30 watts, bah parce que sinon on talonne, bah effectivement on tombe à 15 watts, donc vous voyez, on peut jouer et tout avec le crest factor et puis la puissance qu'on admet. Mais cette résistance-là, faudra quand même, c'est la résistance qui va devoir encaisser de la puissance parce que c'est elle qui vient atténuer beaucoup l'énergie du tweeter. Hein, parce que si je l'enlève, c'est vrai qu'il n'y a plus les raccourcis, donc je vais CTRL S pour faire un short, comme si on la faisait un fil. Donc voilà, vient atténuer en fait de l'énergie, vous voyez, dans toute cette zone-là. Là. Même ici, on voit que ça atténue beaucoup l'énergie. Et bah, pour faire ça, c'est la résistance qui va encaisser cette énergie. Et comme elle doit encaisser l'énergie, bah, ça va la faire chauffer forcément. Hein. Et ce qui explique que bah, elle doit dissiper des watts, hein, tout simplement. Ensuite, il y a les autres courbes. Donc là, il y a R3 qui est à 3,9 ohms. Donc ça, c'est celle qui est sur le high shelving. Je ne sais pas si vous vous rappelez. C'est celle-ci, hein, c'est cette résistance-là qui est sur le high shelving. Elle aussi, elle vient bouffer de l'énergie un petit peu dans le haut. Donc forcément, cette énergie, elle va devoir la dissiper. Donc vous voyez, c'est pour ça qu'elle joue ce rôle. Après, on voit, il y a les bobines. Bon, les bobines, généralement, prennent pas souvent trop cher, parce qu'elles ont des impédances déjà qui sont très faibles. Forcément, plus l'impédance est faible, moins elle stoppe le courant, moins elle chauffe. Alors que plus une résistance est forte, plus elle s'oppose au passage du courant, plus elle va chauffer. Et notamment la 3.3, parce qu'elle est en plein dans la bande passante et tout ça, elle vient atténuer une grosse partie. On peut voir aussi ce que vont encaisser les haut-parleurs en puissance. Hein, c'est pour 30 watts injectés, enfin disons 15,5 volts injectés en RMS. Voilà comment l'énergie va se faire en fonction de l'impédance du haut-parleur. Et le tweeter est ici. Donc vous voyez qu'il va recevoir beaucoup moins d'énergie, hein, le tweeter, que le woofer ici dans certaines zones, hein, ce qui est logique. Énergie qui dépend bien sûr du courant et courant qui dépend de l'impédance. Hein, donc on retrouve en fait ce qu'on a là. Hein. Et c'est typiquement, on va voir ici. Hein. Ensuite, vous pouvez le voir pour la sortie aussi de l'ampli, hein, ce qu'il va devoir délivrer en puissance. Donc on voit ici la puissance qui va être délivrée par l'ampli. Donc voilà, on a vraiment tout ce qu'il faut pour se faire un avis. Hein. On peut voir la puissance, on peut voir aussi le courant, finalement, le courant que vont consommer les différents composants, ou la tension à leur borne. Hein. Donc voilà, il y a vraiment masse de choix. Bon, moi je reste généralement en puissance parce que c'est ce qui permet de dimensionner en fait sur tous les composants, quoi. Et vous le voyez, c'est souvent les résistances qui doivent atténuer les composants qui vont demander à être les résistances de puissance et qui vont demander des composants souvent même avec des radiateurs pour les refroidir, voire de les coupler en parallèle pour diviser le courant. Donc par exemple, si vraiment j'avais 60 watts à dissiper, ici si vraiment j'avais un crest factor qui était de 0, bon il ne sera jamais de 0, mais imaginons. Vous voyez, il y a 60 dB, il faudrait que je prenne deux résistances de 6,6 parce qu'il faut multiplier par 2. Quand on met en parallèle les composants, quand il y en a 3, il faut multiplier par 3 en fait. Donc ça ferait deux résistances de 6,6 de 30 ohms, ce qui fait qu'elle se répartirait les 30 watts, elle se répartirait 30 watts chacune pour arriver aux 60 watts. Voilà. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Voilà, donc je pense qu'on a tout vu. Voilà, le petit filtrage est relativement simple sur cette enceinte, donc là c'est vraiment assez basique, hein, mais ça fonctionne bien assez facilement. À vous de voir si vous avez réussi à trouver d'autres filtrages, hein, parce que vous pouvez vous amuser avec le logiciel aussi. Hein, faites-vous la main dessus. Hein, moi je vous donne ce que j'ai fait comme type de filtrage. Mais vous pouvez me dire, ah non, mais moi j'ai plutôt placé l'atténuation après le tweeter, et puis j'ai réussi à obtenir ça, qui est très sympa aussi. On a des valeurs un peu plus faibles de composants, donc ils vont coûter moins cher. Enfin voilà, il y a des optimisations à faire, à vous de voir. Hein. Donc n'hésitez pas à faire part de vos recherches. Ce sera très sympa, on le fera sur le forum, on pourra même le retracer en vidéo en complément. Vraiment, moi je suis ouvert à toute proposition, n'hésitez pas. Hein. Donc voilà, donc petite vidéo finie sur le filtrage, donc vous voyez ce que ça donne, on a obtenu ce qu'on voulait. Hein. La courbe cible qu'on avait eue en actif qui me correspondait bien, l'impédance qui est bien respectée, la puissance absorbée des composants qui est dimensionnable, hein, parce qu'on peut aller jusqu'à même 50 watts je crois pour certaines résistances, donc c'est bon, il y a de la marge, le composant coûte un peu plus cher mais c'est bon.
Le fast tracking est relativement très bien, enfin voilà, tout me plaît. Cette enceinte là sera faite en temps et en heure dès que j'aurai un peu de temps, bien sûr pour l'instant ça va pas être le cas, mais en colonne, donc je referai des mesures et je partagerai ça sur le forum. Voilà, bon, merci pour votre attention, passez une très bonne journée, ciao.